Bienvenue dans Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Je suis Camille Malgian, cofondatrice de 2 startups engagées dans le handicap. Depuis toujours, une chose m'anime profondément, l'envie d'aider, de connecter et de transformer. Déclic est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui incarnent l'inclusion et transforment des idées en action. Par rapport à mon quotidien, ça m'a permis... j'ai un regard différent sur le handicap, parce que le mot est fort, mais j'aime pas, le mot est fort et maladroit, mais tu vois, j'avais un petit peu peur de ça, en fait. Ça me faisait peur de croiser... Et en fait, en 3 minutes, la peur était passée. Et en fait, ce sont juste des personnes comme nous, en fait, avec des histoires de vie différentes des nôtres, complémentaires, qui adorent échanger, qui adorent partager et qui vivent normalement, en fait, finalement. Merci Florent. Salut. Comment tu vas ? Très bien, je suis bien installé, j'ai un petit coussin dans le dos, là, c'est bien, là, c'est confortable. C'est confortable les sièges. On essaye de faire les choses bien, quoi. Je vois ça, bien accueilli. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc Florent Santin, je viens du Sud, tu l'entends ? Il y a un accent. D'où du Sud, du coup ? De Béziers. De Béziers, ok. Je suis parti à 18 ans, et tu vois, j'ai dit que je partirais pas pour longtemps, et je suis encore à Paris 20 ans après, là, donc c'est dur, un peu plus de 20 ans. Donc. Mais je suis co-CEO d'InWink, donc je travaille dans l'event tech. Donc j'ai un profil plutôt tech, dev, j'adore le développement, je suis passionné par le développement logiciel. Mais mon métier, c'est de co-gérer une entreprise, donc je fais tout sauf ce que j'aime, sauf du développement. T'en fais plus du moins. Ouais, c'est ma plus grosse frustration, tu vois, mais ça me manque. Mais je vais y revenir, c'est mon objectif de vie. Ça. Et avant InWink, du coup, qu'est-ce que tu faisais J'ai fait du conseil et de la formation dans le monde de l'accompagnement dans les technologies Microsoft. Je fais du service, en gros. Donc vraiment dans la tech. Avant, je travaillais plutôt pour les autres. Donc mon métier, c'était d'aider les autres. Et puis un jour, avec mes associés, on a eu envie de faire notre propre logiciel et de travailler pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé notre société. Génial. Et est-ce que tu peux me parler du coup du logiciel que vous développez chez InWink ? À quoi ça sert ? Pour quel secteur ? Je crois que tu connais un peu en plus. Moi, je connais un peu. On se connaît un peu. Tu travailles un peu dans les Ventech, toi, non ? Un peu. Notre métier, on est un outil de gestion d'événements B2B. Donc notre métier, c'est de proposer à nos clients un outil qui va permettre de gérer un événement de A à Z. Gestion des inscriptions, site web, gestion des exposants, networking, applications mobiles. Enfin, il y a plein de choses dans le monde de l'événementiel où il y a besoin d'outils digitaux. Et donc on a une plateforme tout en un qui permet de tout gérer. Donc on vend ce logiciel, c'est du SaaS. Donc on est éditeur logiciel SaaS. Tu vois, il y a quelques salons là à côté. Je ne sais pas où on peut dire où on est, mais on est effectivement. On enregistre ce podcast dans les locaux de Vie Paris, qui est au parc des Expos de Versailles. Et donc du coup, en même temps, là, il y a plein de salons à côté. Donc je suis allé me promener, parce que c'est ou des clients ou des prospects. Donc j'aime beaucoup me promener ici dans les allées. Donc voilà, nos clients sont les personnes qui font ce genre d'événements. Et du coup, effectivement, quand on se rend à un salon, généralement il y a une application, ce qui permet du coup de badger notre badge d'inscription, qui permet potentiellement aussi de flasher pour récupérer les contacts une fois qu'on rencontre des exposants. Et derrière tout ça, c'est InWink. Oui, tout à fait, en marque blanche. En marque blanche, donc c'est par exemple si c'est le salon Inclusive Day par exemple. Par exemple, aussi. Derrière, c'est vous qui faites toute la partie applicative, gestion des inscriptions, etc. Ça fait le site web également, donc tout ce qui est produit de la donnée, ou qui expose de la donnée, ou qui capte de la donnée autour de l'événement, c'est la plateforme InWink, et toujours en marque blanche. On n'existe pas, on est peu connu, mais en tout cas, on est de plus en plus déployé, oui. Super. Et au-delà de InWink et de tout ce que tu fais dans le logiciel informatique, il me semble que cet été, il s'est passé un petit événement sur Paris. Un petit événement sur Paris en 2024, c'est ça ? En 2024. Oui, les jeux, je sais pas quoi là. C'est ça. Et il me semble que tu as participé d'une manière un peu particulière
à cette période des Jeux Olympiques et surtout Paralympiques, il me semble, pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Je crois que t'as oublié une wing pendant 3 semaines. Pendant 8 semaines. 8 semaines. Mais alors, c'était pas en tant qu'athlète, même si j'aurais adoré, mais tu veux que je te parle de mon histoire par rapport au jeu, en fait, peut-être, mais Ouais. moi, je suis admiratif des sportifs amateurs, ce que j'appelle les amateurs, et l'olympisme, c'est vraiment le sport amateur, c'est comme les entrepreneurs, tu vois, je pense que tu vois très bien le parallèle, c'est des gens qui vont se sacrifier pour une passion, et qui ont énormément de résilience, et il y en a très peu qui arrivent. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Et j'ai toujours regardé les sportifs amateurs. J'ai toujours été fan des Jeux Olympiques. Quand j'étais petit, je regardais. C'est moi parce que je trouve que c'est des leçons de vie. Et donc là, les Jeux Olympiques à Paris, forcément, je voulais les vivre. Je voulais les vivre en tant que consommateur, parce que j'adore ça. Donc ça, c'était mes Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, je suis allé voir le maximum de choses possibles. Mais je voulais essayer les vivre de l'intérieur. Parce que quand tu travailles dans l'événementiel, que tu es fan de Jeux Olympiques, qu'il y a un événement à Paris, bah, tu as envie d'être la petite fourmi au milieu là, qui regarde comment ça fonctionne. Et donc j'ai été bénévole sur les Jeux paralympiques, effectivement. Donc bénévole / volontaire, Oui, t'as fait volontaire. partie, t'as eu le beau costume avec le bob. J'ai eu le bob, je ne l'ai jamais sorti. Il est chez moi enfermé parce qu'il y a eu des vols de bob dans Mais le donne métro. pas ton adresse trop Donc, vite. Hein. non, tu vois, celui-là, il est bien verrouillé, tout à fait. Et donc, donc t'as été volontaire pendant les Jeux para. Sur J'étais, quelle ouais. épreuve du coup? Tir à l'arc, tir à l'arc, du coup. Et j'en parle encore avec des frissons, en fait. Je crois que c'est une des plus belles expériences de ma vie, en fait. Ça restera vraiment dans mes souvenirs. J'ai adoré vivre les Jeux Olympiques en tant que spectateur, mais je crois que j'ai encore plus aimé vivre les Jeux Paralympiques de l'intérieur, parce que tu vois ça de manière complètement différente. Déjà, tu es entouré de bénévoles qui sont tous passionnés, ou par le sport, ou par le bénévolat. Et en fait, je comprenais pas comment ça peut marcher, en fait, tous ces gens qui donnent de leur temps ensemble, qui se coordonnent. Et en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que ce sont que des gens qui sont contents d'être là, qui ont envie d'être là, et qui vont se rencontrer. En fait, tu fais des rencontres en fait extraordinaires. Je me suis retrouvé, tu vois, à remplir des frigos avec des bouteilles d'eau, de glaçons pour les athlètes, avec un responsable de magasin dans la grande distribution. Lui, directeur de magasin. Moi, je gère une entreprise dans les Vintech, et là, on est là ensemble à mettre des glaçons dans des bacs, et c'est juste génial parce que il n'y a pas de costume, il n'y a pas de milieu social, on est tous là autour de la même passion, quoi, qui est de donner de son temps pour quelque chose auquel on croit, quoi. C'est la joie du sport. Oui, la joie du sport, ouais, la joie du sport. Effectivement, j'étais équipier aux athlètes. Donc, je ne dis pas mon métier, ma mission, c'était d'accompagner les athlètes. Et donc, ce qui est super, c'est que, en fait, tu les vois, tu les accueilles quasiment 10 jours avant le début des compétitions, parce qu'ils viennent sur le site, ils découvrent le site, ils vont s'entraîner, ils ont le décalage horaire. Et donc tu les vois dans tout le parc, t'es proche d'eux, hein, tu discutes avec eux, en fait tu les vois tous les jours pendant 10 jours, donc ce sont des personnes qui sont extrêmement accessibles, et tu vas pouvoir suivre leur parcours, et jusqu'au moment où ils vont ressortir à un moment donné avec leur médaille, et en fait c'est juste des émotions qui sont extraordinaires. Une aventure riche humainement. Ouais, ah oui, et puis des leçons de vie. On peut parler un petit peu tu vois, de l'handicap, puisqu'on est quand même sur les... Et moi, j'ai tout fait, tu vois, comme pense beaucoup de personnes, j'ai toujours une relation difficile avec l'handicap. En fait, tu vas voir des personnes qui ont pas de bras, qui ont des vrais handicaps lourds. En fait, t'es pas confronté forcément à ça au quotidien. Et là, en fait, finalement, tu te rends compte que c'est des personnes qui sont passionnés, qui font des choses extraordinaires. Je peux te parler notamment d'un archer qui avait pas de bras, et en fait qui
vit et qui kiffe en fait ce qu'il est en train de vivre. C'est le moment de sa vie comme n'importe quel athlète valide. En fait, il n'y a pas de différence en fait à ce niveau-là, quoi. Et en fait, avoir été confronté à alors, ils veulent faire à ces sportifs, hein, parce que c'est des sportifs de haut niveau pendant plus de 10 jours, c'était une très très belle leçon de vie en tout cas, quoi. Et est-ce que du coup, tu as été sensibilisée encore plus au handicap pendant cette période? Est-ce qu'avant, tu as déjà eu des sensibilisations au handicap? Est-ce que le handicap, c'était une méconnaissance ou Méconnaissance. Méconnaissance. Ouais, méconnaissance, en fait, je pense en tout cas dans mon éducation à moi et dans mon parcours scolaire ou de vie, très très peu sensibilisé à ça à l'école ou après, quoi. Et donc là, en fait, c'est rien de mieux que ce type d'événement à ce niveau-là. D'ailleurs, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que participant, en tout cas même. On a amené tous nos salariés pendant une journée justement découvrir aussi les différents lieux, les différents sports. On est allé voir du parasabre, on est allé voir du cécifoot. Cécifoot, Incroyable. extraordinaire, quoi. Moi, j'en reviens pas le niveau de performance de ces gens. Ils jouent. Enfin, je comprends pas comment ils font pour dribbler. En fait, ils développent des sens qui sont. On va peut-être avoir bientôt des joueurs de ces six foot qui vont gagner sur des clics. Et tu vois, l'athlète qui m'a le plus marqué, parce qu'en plus, c'est des gens qui marquent leur sport, les parathlètes, et qui aident aussi d'autres personnes en situation de handicap. Il y a notamment, je ne sais pas si tu as entendu parler, un archer américain qui s'appelle Matthew Mann, désolé, j'écorche le nom, qui a été le premier archer sans bras. Donc, je sais pas si. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Rising Phoenix, qui parle de lui. Et donc, il tire avec les pieds. Tout le monde disait que c'était impossible, donc de tenir un arc. Alors moi-même, je vais pratiquer le tir à l'arc, donc ça me parle. Et il tire avec les pieds. Et il tire avec les pieds. Donc il est né sans bras. Il tire avec les pieds face à des athlètes qui sont en fauteuil roulant et qui tirent avec leurs bras, quoi. Et c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui fait du très très haut niveau depuis plus de 10 ans. Et tu vois, ça c'est mon moment de vie à moi en fait. J'ai eu la chance. En fait, les athlètes, avant de rentrer sur le pas de tir, il y a ce qu'on appelle la call room. C'est le dernier moment avant de rentrer dans l'arène, en fait. Et j'ai eu la chance, sur ces finales à lui, j'étais la personne qui ouvrait le rideau, en fait, et tu croisais son regard en dernier. Et donc, j'ai pu voir les 15 minutes de préparation quand ils sont dans leur bulle, concentrés. Et c'était marrant, sa perception de la compétition, c'est que tu as beaucoup d'archers qui sont extrêmement concentrés. Et lui, en fait, il kiffait. Il sautait partout, il faisait des checks. Il disait à tout le monde, have fun, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. C'est le moment de notre vie. En fait, il vivait le moment de sa vie. Il n'avait pas le meilleur niveau au niveau des qualifications. Mais par contre, tu voyais qu'il était détendu et puis il kiffait, quoi. Et il a entraîné le public avec lui, etc. Et il n'est pas favori au moment des qualifications et il gagne. Il gagne son quart, son demi, sa finale. Et il tire comme jamais personne n'a tiré. Et après le coup, je suis allé le voir, j'ai fait, mais comment t'as fait en fait pour gérer la pression? Ils étaient tous favoris face à toi, etc. Et il dit, mais en fait, là, t'as l'impression que je fais l'andouille, je saute partout, etc. Mais en fait, je me suis préparé à ça. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai dit que, ok, j'ai un désavantage parce que je suis peut-être moins haut niveau, mais par contre, je vais dompter le public. Et mon objectif, c'était préparer mentalement pour dire, le public français, j'ai vu comment il fonctionnait, ils vont être avec moi. Et donc, en fait, il a joué sur le public et allé chercher de l'énergie pour gagner dans le public. Et il est extraordinaire. Et cet archer-là a inspiré d'autres archers, notamment maintenant une archère indienne qui, pareil, est née sans bras et qui était également aux Jeux Olympiques. Et donc, il a créé une manière de tirer, de rendre accessible un sport qui, sur le papier, ne l'était absolument pas. Donc, c'est des gens qui ont révolutionné leur sport, quoi. Bah, j'ai tourné un épisode avec Luc, justement, juste avant, et on parlait de la notion en fait, de handicap. Il disait, en fait, nous, les handicapés,
quand on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Et en fait, il y a toujours, c'est un chemin qui est différent. C'est-à-dire qu'on va arriver au même point final, à la même destination, mais juste on va emprunter un chemin qui va être différent. Et c'est un peu le combat de la vie de tous les jours, parce que souvent on parle de parcours du combattant, parce qu'on se rend compte que le monde n'est pas accessible, n'est pas inclusif. Et c'est exactement ça, c'est ce sport sur le papier n'était pas forcément accessible pour des personnes qui n'avaient pas de bras. Et lui, il le fait différemment, mais il arrive à toucher la cible. Donc finalement, c'est... Et tu vois, ce qui m'a. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est le have fun. En fait, mais prends du plaisir dans ce que tu fais, tu vas y arriver, il y a pas de. Et en fait, tu vois, ça m'a vraiment marqué, en fait, de dire, mais en fait, mais oui, en fait, on fonce, on prend du plaisir, et puis en tout cas, on va y arriver, quoi. C'est génial. Ce sas aussi, là, ce sas avant juste qu'ils arrivent sur le pas de tir ou dans d'autres sports, c'est sur la piste. Moi, tu sais, j'ai porté la flamme dans l'équipe de Timothée Adolphe et son guide Geoffrey. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, justement, ils ont le même sas avant d'aller sur la piste. Et vu qu'il est non-voyant, du coup, il peut pas jouer sur le regard avec les autres, parce que souvent, c'est un jeu de regard, c'est ils se mettent aussi un peu tous la pression. Il m'expliquait que des fois, ça hurle, en fait, dans ces sas-là, justement, pour aller dans déconcentrer, en fait, les autres. Et donc lui, il était plutôt en mode cool, détente, et il s'était familiarisé, en fait, au public français, et ça a été sa manière à lui, du coup, d'appréhender la pression. Et La préparation mentale, hein, en fait, ça fait partie du sport. Et il y a les archers, sur le coup, Lisa Barbelin, par exemple, qui a été médaillée de bronze en tir à l'arc valide. Elle a expliqué qu'ils ont fait des entraînements à l'INSEP avant, toute l'équipe de France de tir à l'arc, où ils ont fait venir du public pour crier, en fait, et les apprendre à dompter ça, parce que ça fait partie aussi de la compétition. Il faut s'y préparer. Si tu n'es pas préparé, tu peux t'y effondrer. C'est exactement ce qu'a fait Matt, sur le coup. Lui, en mode, je vais dompter. Le public français sera pour moi derrière, et je vais jouer avec ça. Et puis, magnifique médaille d'or derrière. Ah bah clairement. Et qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu retiens, si tu dois là tout de suite en tête, une première chose, quelque chose qui a changé le après, finalement? Est-ce que ça a changé un peu le après, comment tu appréhendes les choses par rapport notamment potentiellement au handicap? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien ou dans ta façon de gérer InWink ou... Par rapport à mon quotidien, ça m'a permis. J'ai un regard différent sur le handicap, parce que le mot est fort, mais j'aime pas. Le mot est fort et maladroit, mais tu vois, j'avais un petit peu peur de ça, en fait. Ça me faisait Non, mais peur c'est légitime. de croiser. Et en fait, en 3 minutes, la peur était passée. Et en fait, ce sont juste des personnes comme nous, en fait, avec des histoires de vie différentes des nôtres, complémentaires, qui adorent échanger, qui adorent partager, et qui vivent normalement, en fait, finalement, dans leur quotidien. Donc non, c'est un moment que j'avais envie de vivre, et que j'adore. Au niveau d'InWink, pas grand-chose. Pour l'instant, c'est mon regard personnel, plutôt, qui est important. Je suis un peu plus sensible, mais ça, c'est pas forcément les JO, c'est plutôt à cause de toi. À cause ou grâce? Non, plutôt grâce. À ce niveau-là, de dire, bah oui, l'accessibilité dans le monde de l'événementiel, c'est important, il faut faire des choses. Tu me grondes quand notre application mobile n'est pas accessible, et tu vois, peut-être qu'il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, ah oui, mais non, c'est trop compliqué, j'aurais une vision technique, etc. Alors que là, je me rends compte que même si ça va avoir un impact sur une minorité de personnes, d'un point de vue population, sur un événement donné, mais si j'arrive même à avoir 10 personnes qui vont avoir même une personne qui va avoir une meilleure expérience grâce au travail qu'on a fait, bah, il faut le faire, en fait. C'est clé, quoi. Mais ça, c'est toi, c'est pas les JO. Mais je te gronde pas. Non, Je fais juste avancer les il faut, c'est comme ça qu'on avance, Camille. Justement, il faut écouter les professionnels du métier. Clairement. Bah effectivement, c'est aussi ton regard que tu as, parce que maintenant, ça fait combien de temps que vous avez créé InWink maintenant? Nous, l'entreprise a 15 ans, et ça fait 10 ans qu'on a commencé à développer InWink. Donc 15 ans dans la filière événementielle, ou plutôt 10 ans dans la filière événementielle? 10 ans. Dans l'événementiel, ça fait 10 ans que je découvre ce métier. Ok. Et justement, sur ces 10 ans qui viennent de passer, ça te rajeunit pas là. C'est dur. Hein. Sur ces 10 ans qui viennent de passer, quel constat tu en fais de justement la notion d'inclusion, de handicap dans cette filière? Je vais parler en toute
vraiment j'ai quand même l'impression qu'on est encore dans la com, beaucoup trop. Je te parle au niveau des professionnels de l'événement, que c'est plus une contrainte ou un effet de com qu'une envie d'agir, en fait. Ça devrait plus être des sujets, en fait. Il faut impérativement que toutes les solutions soient accessibles. Il faut qu'elles soient accessibles parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, pas parce que je vais potentiellement avoir une amende ou que je vais être puni si je le fais pas, quoi. Moi, je trouve qu'on va pas assez vite dans ce domaine-là. Tu vois, il y a eu des gros efforts qui ont été faits en développement par rapport à la sécurité, par rapport à la RGPD, par rapport au respect de la vie privée. Mais en fait, on devrait faire les mêmes efforts naturels pour adapter l'intégralité des solutions ou des sites ou des lieux, hein, même si on sait que le plus gros problème dans l'événementiel, c'est de moins en moins les lieux, puisque les lieux respectent des normes et des contraintes, mais c'est plutôt pour faire venir les gens où il y a des contraintes, c'est plutôt les transports à ce niveau-là. Mais je pense, pour moi, on va pas assez vite et ça reste une contrainte. Tu vois, je comprends pas que faire des efforts pour l'accessibilité, que ce soit digitale ou en présentiel, je comprends pas que ça soit une contrainte, en fait. Il faut que ça soit naturel. À ce niveau-là, c'est un peu comme le carbone, c'est la même chose, en fait. Ça doit devenir une commodité, en fait. Il ne doit plus avoir ces sujets-là, quoi. C'est une filière qui a beaucoup travaillé sur l'impact écologique, sur l'impact carbone, parce qu'on sait que c'est une filière qui... on construit tout pour 3 jours et on détruit tout. Donc c'est une filière qui est fortement impactée justement sur tout ce qui est économie circulaire, sur l'impact carbone, avec aussi des visiteurs qui viennent du monde entier parfois pour un événement. Donc on sait que c'est un fort impact sur le tourisme d'affaires. Et finalement, ouais, je te rejoins, c'est sur la partie inclusion, accessibilité. Est-ce que ça a été mis de côté ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui c'est que de la com? Et je pense qu'il y a un sujet, c'est comme tu le disais toi, avant potentiellement cette période en tant que volontaire pendant les Jeux, c'était aussi une méconnaissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette méconnaissance et c'est pas une mauvaise volonté de ne pas agir sur organiser un événement le plus inclusif possible, mais c'est juste, je sais pas comment le faire, quoi. Je suis complètement paumée. Et est-ce qu'ils vont aller chercher des acteurs sur le marché pour pouvoir le faire? Je ne sais pas, parce que c'est pas non plus un marché qui est hyper démocratisé. Et donc, je pense que ça rejoint un peu avec ton expérience que tu avais avant les Jeux, de la méconnaissance en fait des acteurs sur le sujet. Et puis il y a des problèmes d'investissement aussi, c'est de dire je dois faire des efforts, ça va me coûter un petit peu d'argent. Les modèles économiques des salons, en tout cas des événements, sont quand même un peu compliqués. Dire mais non, je préfère investir sur ci plutôt que ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a des gens qui font en sorte que ça change. Et tu as complètement raison, je suis d'accord avec toi, il faut faire de la pédagogie. Ça, c'est en l'occurrence ton travail, hein, puisque tu le fais beaucoup à ce niveau-là. Mais je trouve qu'on est qu'au début, quoi. Tu vois, autant la partie carbone, on est à la moitié, on est encore loin, mais sur la partie sécurité, c'est fait, c'est géré, il n'y a plus de sujet. Mais je trouve que sur la partie accessibilité, derrière, on est vraiment qu'au début, quoi. Parce que tu parlais effectivement des parcs et des sites événementiels, effectivement, où maintenant c'est plus trop compliqué d'avoir des sites accessibles, mais quand on pense accessibilité, souvent c'est PMR, usagers en fauteuil roulant, et donc c'est, oui, bon, c'est plein pied, il y a des ascenseurs, c'est bon, j'ai coché ma case de l'accessibilité, mais en fait c'est tout le pendant événement, sur tout ce qui est expérience visiteur finalement, parce qu'on sait d'autant plus que des visiteurs en situation de handicap, ils vont plus jouer sur l'ordre de l'expérience pour aller chercher où est-ce que je peux passer, comment j'y vais, qu'est-ce qui est disponible pour moi sur l'événement. J'aimerais bien faire un retour d'expérience. Moi, je travaille beaucoup avec le président, oui, on peut dire ça comme ça, le président du campus Louis Braille qui a été inauguré en décembre dernier, qui est le campus qui se veut révolutionnaire en Europe sur la déficience visuelle. Tu l'avais croisé à Event, il me semble. Il était passé sur notre stand et il est parti au CES de Las Vegas. Et Thibaut, c'est quelqu'un qui a un degré d'autonomie assez important. Il est aveugle de naissance, mais il a un degré d'autonomie assez important. Et post-CES, il avait fait une réunion de restitution de son expérience au CES. Intéressant. Hyper intéressant. Et en fait, il nous expliquait que tout était basé sur l'humain, un peu comme pendant les Jeux. Il lui avait mis pendant 3 jours une personne qui l'assistait dans tous ses déplacements sur le CES. D'accord. Donc après, on se dit, est-ce que Thibaut me disait, mais c'est pas réplicable à grande échelle. C'est pas scalable. C'est pas scalable. Mais du coup, voilà, lui, ça a été un exemple concret que quand on veut, on peut le faire.
Mais après, il disait, bon, ça reste les US, hein, c'est pas scalable et c'est pas quelque chose qui peut être potentiellement réplicable en France, ou en tout cas d'une moindre mesure. Mais du coup, je trouvais ça intéressant, et donc ça va avec effectivement ce qu'on disait sur la partie, le lieu, certes, il est accessible, mais toute l'expérience qu'on en fait pour y aller, c'est différent. Mais c'est pour ça que ça fait partie d'une philosophie, d'une pédagogie. Il faut faut pas que ce soit une contrainte et que chacun ait envie de le faire. Euh, Avant de faire l'événementiel, plutôt dans la pure tech, Microsoft par exemple, pour qui j'ai beaucoup travaillé, ça fait plus de 10 ans en fait qu'ils ont sur tout leur logiciel et des référents derrière sur la partie accessibilité, que tu as des gens dont c'est vraiment le job, et c'est devenu une culture d'entreprise sous l'impulsion de Satya Nadella en fait, quand il est arrivé, parce que d'ailleurs il avait une situation personnelle liée à ça, et donc il faut que ça soit un état d'esprit. Et c'est pas une contrainte en fait pour eux, ils sont obligés de le faire, c'est une mission en fait, c'est normal de le faire. Et il faut qu'on arrive à avoir la même chose sur la partie événementielle, de dire mince, il faut que faut que mes visiteurs, il fait chaud, il faut qu'ils puissent boire, mais non aussi, il faut que je pense à mes visiteurs qui ont des problématiques d'accessibilité pour les équiper. On a du travail, Camille, encore, mais on va essayer d'y arriver ensemble sur ça. Et après, il y a aussi les sensibilisations des équipes. Parce que, comme tu disais, finalement, le handicap, on n'y est pas sensibilisé. On n'a pas eu de formation. Moi non plus, j'ai pas eu de formation à l'école. Hein. J'ai été confrontée directement pendant mon cycle d'ingénieur avec une personne qui était aveugle. Et c'est comme ça que j'ai découvert le handicap. Et je pense qu'on n'y est pas par hasard. Soit on y est touché directement, soit on y est touché indirectement. Et après, effectivement, on peut agir. Mais après, il faut aussi sensibiliser les équipes. Parce qu'il y a toute une bonne approche à avoir, et parce que parfois, comme tu le disais, le handicap, ça peut faire peur à des personnes qui ne sont pas confrontées, et donc tout de suite c'est je sais pas comment agir. Et donc la notion de sensibiliser sur comment accueillir des publics en situation de handicap sur un événement est aussi extrêmement importante auprès des orgas. Mais tu vois, pendant les JO, justement, tous les bénévoles des JO, des Jeux paralympiques, on a eu une formation, une sensibilisation à ça. Ça faisait partie du du cursus de formation de tous les bénévoles, tous les volontaires à ce niveau-là, pour justement le côté de comment je me comporte, comment j'accueille, comment j'aide. C'est des choses qui étaient évoquées. Et c'est formation obligatoire. C'est une question que j'allais te poser justement sur votre formation en amont d'être bénévole. C'est comment ça se passe? Donc il y avait cette formation, donc c'était en obligatoire. Comment ça se passait? C'était en physique ou... En fait, alors, la machine à formation, elle est vraiment impressionnante. Donc tous les volontaires ont des formations en ligne, générales, génériques. Et donc ce sujet-là de l'accompagnement en faisait partie. Ça, tout le monde l'a eu, quelle que soit ta mission. Et après, tu avais des missions de plus en plus spécialisées en ligne. Donc, en gros, moi, par exemple, donc, formation générique, après, formation sur le site des Invalides, en ligne, puis équipier aux athlètes, formation sur les athlètes. Donc, tu as une espèce d'entonnoir où tu as des formations de plus en plus précises, de plus spécialisées. Et après, ça finit sur des formations sur site, derrière, pour te faire découvrir le site, et puis revoir justement les points importants. Et sur les Jeux paralympiques, justement, le sujet de l'accessibilité, parce qu'il fallait accompagner les athlètes entre le bus, récupérer leur arc, les amener, les accompagner pour manger si besoin, leur rendre service derrière. Donc tu as vraiment tout le sujet aussi d'accompagnement et comment tu fais, ça paraît tout simple, mais un athlète te demande de l'aide pour pousser un fauteuil roulant, comment tu le fais, quoi. Moi naturellement, je sais pas pousser un fauteuil roulant, quoi. J'ai pas envie de faire tomber son arc, de le faire tomber, etc. Donc tout ça on nous l'a expliqué, quoi. Et c'est quoi du coup ce qui t'a plus marqué et ce que t'as plus appris c'est pousser un fauteuil? Non, mais c'est pareil, tu vois, naturellement, en fait, ce qu'on t'a appris, ce qu'on nous a surtout dit, c'est tu fais des choses que si on te le demande. Quelqu'un qui a pas besoin, ne pense pas que les gens ont besoin d'aide, en fait. En fait, s'ils ont besoin d'aide, ils te le demanderont, comme un valide, en fait. Un valide a besoin de quelque chose, il va te le demander. Donc, ne prends pas d'initiative, en fait, parce que ils en ont pas besoin, ou ça peut être mal pris, etc. Et t'inquiète pas, naturellement, ils te le demanderont s'ils ont besoin d'aide. Donc, ils vont te demander de porter leur arc, de les pousser, d'aider, parce que... Alors, c'était assez bien, l'accessibilité, sur le coup, au niveau des parcours pour les athlètes, c'était vraiment très très bien, il n'y avait pas eu de soucis à ce niveau-là, mais on avait des petites voiturettes aussi pour certains athlètes, enfin, mais voilà, donc en tout cas, tu vois, c'est ça que je retiens. Si on ne te demande rien... ne fais rien, quoi, tout simplement. Je rejoins. Et ce qu'on dit en continu, ouais, c'est... Et il y a beaucoup, moi je vois sur les réseaux, parce que j'ai beaucoup de personnes en situation de handicap dans mon réseau, et
et des personnes en fauteuil, des fois, qui exposent qu'une personne l'a pris le fauteuil, l'a poussé. Bah non, en fait, tu n'agis pas comme ça. C'est déjà, bah, tu te présentes, tu dis bonjour, et est-ce que vous avez besoin d'aide? Et parfois, oui, ça peut être mal perçu, parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, ouais, c'est exactement ça. Et si la personne souhaite te demander de l'aide, elle le fera par elle-même. Et tu vois, c'est là où l'expérience des JO a changé mon regard aussi, parce que, bah, je sais pas, ça m'était pas venu à l'esprit. Je sais pas, t'as une espèce d'empathie liée à ton éducation qui fait que tu penses qu'il faut à tout prix aider des personnes en situation de handicap, mais non, en fait, c'est pas spécialement, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est vraiment, ouais, c'est... Et donc ça, potentiellement, dans l'événementiel, demain, quand tu vas croiser quelqu'un sur un salon en situation de Ah handicap, ben, c'est... Ouais, maintenant, tu as la bonne approche. je sais ce qu'il faut dire. Pour reparler un peu de ce que tu fais chez Nwick, donc justement, tu disais que tu fais des sites internet, tu fais des applications. Je vais pas te taper sur les doigts. Ouais, non, je vois venir. Tu me vois venir. La notion, effectivement, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup parlé un peu en off ensemble sur l'accessibilité numérique. Parce que voilà, comme tu le sais, les sites, alors c'était plutôt les sites du service public depuis 1er janvier 2024 ont été obligés de se rendre accessibles numériquement avec la norme, tout ce qui est RG2A. Il y a un nouveau décret qui sort le 25 juin. Qui est européen et qui va toucher aussi les applications et au-delà des sites publics, ça va être aussi les sites privés. Vous, aujourd'hui, comment... Alors, je sais que c'est des approches qui peuvent être parfois compliquées pour des solutions, pour des produits qui sont là sur le marché depuis déjà 10 ans, qui n'ont été pas pensés initialement sur l'accessibilité. Et on sait que l'accessibilité, des fois, il faut le prendre en amont, pendant le démarrage du développement. Est-ce que vous avez une roadmap ou est-ce que vous souhaitez entamer des chantiers justement pour faire que demain le produit d'Inwing soit accessible? Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a la partie web, la partie application mobile, on fait plusieurs choses. La partie web, déjà, qui est le plus simple. On a eu la chance, justement, parmi nos premiers clients, d'avoir Microsoft. Et donc là, c'était il y a 10 ans, c'était au début d'Inwing. Et là, on était régulièrement audité, mais dans une optique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils ont des outils, des équipes à Seattle, où tous les outils qu'ils utilisent, ils doivent être validés, et c'est pas de l'audit punitif, c'est vraiment de la sensibilisation. Donc, moi, on a beaucoup apprécié, en fait, avec des personnes qui nous faisaient énormément de pédagogie. Ça, vous devez le faire comme ça, attention, vos images, votre navigation halte, mettez-vous dans une situation. Et donc, on a certains de nos clients qui nous ont énormément tiré vers le haut à ce niveau-là. Après, ce que je dis toujours sur l'accessibilité, finalement, c'est assez proche du SEO, du référencement de Google, c'est qu'on peut toujours faire mieux. En fait, et l'état de l'art évolue tout le temps. Donc nous, notre produit, c'est un moteur qui génère des sites web. Donc quand on fait des évolutions et qu'on améliore le moteur, on l'améliore automatiquement pour l'intégralité de nos clients. Donc c'est un sujet qui est quotidien. Et en plus, quand tu t'améliores en accessibilité, tu améliores aussi le référencement des sites. Donc ça va dans le sens, en tout cas, de l'histoire et de ce que nous on fait au niveau de la conception. Maintenant, on peut toujours faire mieux, clairement. Et pour moi, c'est un sujet qui sera jamais terminé parce qu'on peut toujours faire mieux. Et après, on doit recommencer avec les applications mobiles, parce que maintenant, on fait des applications mobiles natifs. Et là, c'est pareil, contraintes d'applications mobiles, de téléphone. Et donc là, pareil, il faut repartir sur des audits, de l'amélioration. Il faut que ça fasse partie, de toute façon, de la manière de concevoir les applications. Enfin, dans l'idéal, aujourd'hui, on fait des architectures techniques orientées sécurité. On appelle Security First. C'est obsessionnel chez les développeurs de faire des applications qui sont sécurisées. Mais en fait, il faudrait que ça soit obsessionnel aussi de les rendre accessibles. Et ça, finalement, c'est peut-être d'ailleurs dès les écoles, tu vois, je pense qu'il faut travailler. Et puis les écoles de développement. Et tu vois, moi, dans mon école de développement, on m'a pas sensibilisé à ça. J'avais dans ma promo un développeur qui avait un clavier braille qui développait en braille, donc j'ai été sensibilisé finalement. Mais on m'a pas appris à développer des applications ou des sites internet accessibles. Peut-être que ça a changé 20 ans plus tard, mais je suis pas sûr, quoi. Est-ce que récemment, tu as des jeunes dans tes équipes de développement et est-ce que ces sujets-là, tu en as pu en parler? Non, ouais. Personne n'en parle jamais. C'est plus des contraintes, des contraintes que nous, on impose, des visions d'entreprise que... je pense pas déjà avoir entendu un jeune développeur ou
dire attention, là on fait quelque chose qui n'est pas accessible, tu vois. C'est parce qu'ils sont pas sensibilisés. Mais tu vois, là, tu viens de semer une graine quelque part. Là, il va peut-être falloir qu'on fasse un truc sur ça, quoi. Bah, clairement, nous, on dit systématiquement, faut que ça soit dans les cursus, en fait, dans les cursus d'ingé, dans les écoles d'informatique, d'avoir... Alors, il y a certaines écoles qui ont commencé à le faire. Pas tous. Mais il y a certaines écoles qui ont commencé, et en fait, c'est aussi la démarche un peu du gouvernement de se dire, bah, en fait, il faut qu'on aille former et sensibiliser dès le cursus scolaire. Ça va un peu aussi avec l'école inclusive, sensibiliser au handicap dans les écoles. Parce qu'il y a une petite phrase que j'ai cofondé une autre start-up qui s'appelle Gamino sur la sensibilisation justement au handicap. Et la CEO de Gamino, qui est Séverine, qui est fortement impliquée dans ces sujets-là, elle dit les managers de demain sont nos enfants d'aujourd'hui. Oui. Et donc du coup c'est dès le plus jeune âge en fait alors nous on a peut-être loupé une coche sur la sensibilisation, ouais. Mais c'est finalement eux qu'il faut venir sensibiliser pour qu'après en fait ce soit fluide, que les personnes qui arrivent dans le monde de l'entreprise, bah en fait elles ont déjà tous ces acquis pour pouvoir développer des apps accessibles. Mais on parle de développeurs, mais aussi de tout ce qui est design, oui. les product owners, enfin tout ce qui est aussi produit, parce que dans la conception produit, il y a aussi beaucoup d'axes sur l'accessibilité à prendre en compte. Complètement. Mais tu vois, j'avais même pas pensé, mais oui, l'école, quoi. Et donc il va falloir une génération, Camille. C'est ça le problème, en fait. Je suis désolé, mais il va falloir être un peu patient. C'est ça. On est trop tôt, on est trop en avance. Mais en plus, tu l'as dit au tout début du podcast, tu as dit j'ai jamais été sensibilisée, que ça soit à l'école. Donc tu vois, tu l'avais déjà finalement formulé. Exactement. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager, que ça soit justement sur InWing, sur les notions d'accessibilité, quand vous en avez parlé, vous, dans les équipes, ou ton expérience en tant que volontaire pendant les Jeux, quelque chose qui t'a marqué? Je te dis ce qui m'avait marqué déjà. C'est pour ça que c'est difficile. Mais ta question... Pourtant, j'avais préparé toutes les questions. Non, tu m'as rien envoyé comme question. C'était tout improvisé. Non, j'ai des choses, mais qui sont plutôt tristes et qui m'ont mis en colère. Mais donc, je sais pas si tu veux finir. Si c'est pour finir sur une note positive... Il y aura autre chose après, donc t'inquiète pas. Mais... Tu vois, on a recruté, on a fait une personne en situation de handicap plutôt lourd l'année dernière, qui est une amie en fait chez nous. Et c'est la dernière fois que j'ai vu quelqu'un pleurer au travail, et donc ça m'a un peu marqué. Qui nous accompagnait en fait sur toute la mise en place de notre certification ISO 27001. Je te passe des détails, c'est de la sécurité. C'est un truc très très long et très complexe à faire. Et donc on l'a pris en CDD pour nous accompagner à ce niveau-là, parce qu'elle était parfaite pour faire ça. Et en fait, elle a raconté en fait dans les équipes justement comment elle vivait à mon âge. Elle a plus de 40 ans, situation de handicap. Et le plus dur pour elle, en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à chaque fois qu'on lui donne un travail, on lui donne un travail pour l'occuper, parce que elle est en situation de handicap et en gros il faut remplir des quotas quelque part, quoi. Et donc son job avant c'était de setuper des téléphones, nettoyer des téléphones, à ce niveau-là des métiers à faible valeur, alors qu'elle est extrêmement intelligente, elle a fait une école de développement, elle est brillante, mais c'est la personne en situation de handicap à qui on va donner et chez nous elle est venue, elle a fait un travail extraordinaire, et en fait elle a dit mais moi tout ce que je veux en fait c'est qu'on me donne des choses intéressantes à faire, j'ai envie de bosser, j'ai envie de venir, enfin, bref, ça m'a marqué, ça m'a blessé, parce que c'est aussi une amie, de voir la manière dont depuis 20 ans, alors qu'elle est développeuse comme moi, quoi, elle a mis la même formation que moi, on lui a donné que des jobs pourraves, parce que elle a un handicap lourd, quoi. Mais alors que son cerveau il fonctionne très bien. Elle développe qu'avec une même, mais elle développe très très vite, quoi. Ça veut dire, tu vois, voilà, bref. Non, mais c'est pas un cas isolé, malheureusement. Et tu vois, j'étais pas préparé à ça non plus. Même quand on a voulu la recruter, elle m'a dit il faut que j'aille dans je sais plus quelle administration,
c'est très compliqué, à chaque fois que j'y vais, c'est un calvaire. Mais pourquoi c'est compliqué, en fait? Je comprends pas. Pourquoi tout est compliqué pour toi à ce niveau-là? Ouais, non, mais c'est pas un cas isolé parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et on en parlait il y a pas très longtemps sur une émission sur Sud Radio. Et on a eu un peu le même débat. C'est pourquoi aujourd'hui les personnes en situation de handicap sont sur des postes un peu sans valeur ajoutée, ou est-ce que pourquoi on les met en fait sur des postes dits faciles, sans responsabilité. Et la notion du coup, là c'est plutôt la notion de handicap dans les ressources humaines des entreprises, parce que demain il y a un autre sujet qui est quand t'es manager, quand t'es cadre, que du jour au lendemain t'es avec une maladie, comment tu le déclares, comment t'en parles à tes équipes. Et donc là, c'est tout libérer la parole sur ces questions-là aussi. Donc, ouais, je rejoins... là, c'est pareil, c'est une personne qu'on recrute chez les immeubles, ça fait 1 an et demi qu'elle cherche une alternance. Et tu vois, mais je comprends, en fait, je comprends pas pourquoi... j'arrive pas à... En fait, ça m'a énervé, en fait. Ouais, c'est parce que l'injustice, en fait. C'est profondément injuste, en fait. Et donc, nous, on avait juste besoin de quelqu'un de compétent pour venir renforcer l'équipe. Parfait, quoi. Ça a coché les cases, le job. Et puis, c'était trop bien, quoi. Et puis elle était trop contente. Ouais, clairement. Et puis maintenant, on est certifié ISO 27001 et c'est cool. C'est grâce à elle. Non, mais bien sûr. Ouais. En fait, c'est un boulot qu'il faut faire et qui est compliqué et il faut se former. Et donc, oui, complètement. Et aujourd'hui, du coup, elle fait encore partie des équipes ou non? Elle a fini sa mission, du coup, elle a fini chez sa vous. mission. D'ailleurs, si tu as besoin de certifier EasyMob, on connaît quelqu'un qui sait faire maintenant. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin aussi potentiellement de ce même sujet, ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, Florent. Je finis toujours mes épisodes par un petit jeu. Ah, tu le sentais pas venir, celui-là. Non, tu vas voir, c'est assez simple, hein. Je vais pas te demander de faire des mots croisés. C'est juste que j'ai des petits mots dans un petit verre. Je vais te laisser piocher un mot. C'est tous les mêmes ou pas? Non. Non, sinon ce serait trop simple. Et l'objectif, c'est que tu me dises... J'essaie d'en prendre qu'un. Ah, le plus dur, c'est de choper le mot. Bon, j'en ai qu'un. Ok. Je te laisse me lire ce mot. Attends, parce que du coup, je perds la vue, moi. Interopérabilité. Ah ouais, en plus, c'est le mot le plus complexe que j'ai mis. Bonne pioche. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet-là? Interopérabilité. Ouais. Est-ce que tu veux la définition? Moi, je l'ai, mais c'est un mot très technique dans mon métier de développeur, parce que l'interopérabilité, c'est la capacité de plateformes à se connecter entre elles. Ouais, c'est ça. Donne-moi ta définition à toi. C'est exactement ça. C'est intégrer plusieurs services au sein d'une même plateforme et qu'ils essayent tous ensemble de communiquer ensemble. Tu sais que c'est juste qu'on essaie de construire ensemble, en fait. Bonne pioche, du coup. On travaille ensemble, sauf erreur de ma part, pour intégrer EasyMob d'InWink. Donc, en tout cas, proposer à tous les clients, les utilisateurs d'InWink, ce que vous faites. Donc, c'est ça. En fait, c'est pour ça, en fait, c'était un piège. Même pas. Tu vois, t'es tombé sur bonne pioche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, chez InWink, oui, parce qu'on le fait ensemble, mais vous souhaitez... vous avez une grosse démarche de partenariat aussi chez InWink, et qui a beaucoup impulsé par toi, parce qu'au-delà de ce que tu as fait en tant que volontaire, au-delà que tu sois co-CEO d'InWink, je te vois aussi fortement mobilisé auprès des acteurs de l'événementiel, auprès de tous les entrepreneurs autour de l'event tech, pour essayer qu'on aille vers un même objectif commun. Et du coup, c'est quelque chose, je trouve, qui te parle. Ouais, oui. Enfin, moi, je suis un passionné de rugby. Donc, et rugby, c'est une équipe. Et tu as besoin de tout le monde. Et à plusieurs, tu es meilleur, en fait. Et moi, j'aime beaucoup les petites entreprises. On est une petite entreprise, on est 35. Mais mon point de vue, c'est que plutôt que de chercher d'ailleurs à grossir, on va plutôt travailler avec d'autres, parce qu'à plein de petits, on sera meilleur que les très gros. Et moi, j'adore, en fait, travailler avec d'autres personnes qui vont t'inspirer, qui ont des idées, et puis construire des choses ensemble. Effectivement, là, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient l'idée, mais on a décidé de créer un événement, parce qu'on avait besoin d'un événement. Au lieu de faire un événement InWink, on fait un événement à 12. On a trouvé 12 sociétés
qui vont créer leurs propres événements, ça s'appelle le Paris Event Forum, et donc tu en fais partie. D'ailleurs, ça a été un coup de téléphone. Camille, est-ce que tu veux faire un événement avec nous? Oui, go. Et puis c'est pas un événement qu'on fait nous, que je fais moi. C'est un événement qu'on co-construit à 12, et donc à 12 petites sociétés. Finalement, on a une équipe de 500 personnes, on a 12 équipes marketing, et juste, c'est trop bien parce que c'est de l'humain, en fait. Et je pense que t'es meilleur à t'entourer, à collaborer, plutôt qu'à te tirer des balles dans le pied, quoi. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Ouais, mais ouais, non, mais puis c'est plus sympa, quoi. C'est juste ça aussi, quoi. C'est vrai que c'est plus sympa. Et puis, rappelle-moi la date. Tu la connais, toi? 25 juin, non? C'est fin juin, je crois, oui, c'est ça. 300 personnes à Paris, professionnels de l'événementiel. Et on va essayer de faire cet événement le plus inclusif et le plus accessible possible. Je te rappelle que... C'est moi qui suis chef de file dessus. C'est toi qui es responsable de ça. Donc, je veux dire, là, il y a 300 professionnels de l'événementiel qu'on va pouvoir sensibiliser avec les bonnes pratiques, là. Donc l'interopérabilité de nos solutions, il va falloir la faire, là. On n'a pas le choix, hein. De toute façon, la date, elle est fixée, quoi. On n'a pas le choix et il va sortir en plus au même moment le livre blanc de comment organiser un événement le plus inclusif avec un consortium qu'on a monté et sur lequel on est en plein de rédaction. Ah bah nickel. Donc il sera dispo pour la ligne. Voilà, et puis du coup on va mettre en pratique ce qu'on met dans le livre blanc pour cet événement. Donc ça va être... C'était l'idée de l'événement, c'est qu'on est 12 sociétés dont le métier c'est d'équiper les organisateurs d'événements. Alors c'est facile d'expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Mais là, on a tous décidé à 12 de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on va apprendre à organiser un événement. Vous allez créer un événement qui est accessible. Là, on n'a pas le choix. Donc, si on se plante, Camille, ça va pas le faire, quoi. On pourra plus conseiller personne. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des petites actus là qui viennent dans les semaines, mois à venir à nous partager? Non, pas spécial. Le Paris Event Forum, je pense. Ouais, c'était. On en a parlé en amont de phase. Mais... C'est le truc bien, ça va être chouette, quoi. Donc on se retrouve au mois de juin pour cet événement. Allez, à Paris. Merci beaucoup Florent, merci pour tous ces partages. C'était un superbe épisode. J'espère que tu étais ravi aussi. Très bon coussin, bien installé, je te dis. Bon, 5 sur 5 pour le confort alors. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et YouTube. Le nom c'est déclic avec 2i.podcast pour découvrir les prochains invités et suivre la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines, le jeudi, pour un nouveau déclic. À bientôt!